Axel Kahn, nous vous recevons à la Galerne à l'occasion de la parution de ce livre paru chez Stock, Entre deux mers, voyage au bout de soi. C'est en vrai, de la pointe du Raz en Bretagne jusqu'à Menton et la Méditerranée, vous avez parcouru plus de 2000 kilomètres à raison, en moyenne, de 30 kilomètres par jour. Vous avez beaucoup gravi, beaucoup descendu, mais je dirais presque que finalement vous étiez deux pour cette randonnée, avec Princesse Mascotte. Princesse et moi, écrivez-vous, les deux manifestations de la même personne, les deux facettes de la même passion. Elle est devenue en quelque sorte le « je est un autre » dont parlait Rimbaud. Très honnêtement, Axel Kahn, auriez-vous terminé cette diagonale sans elle ? Disons que l'incarnation de ce jeu qui en est un autre a été un stimulant supplémentaire. Il existait en 2013, partant en plus de Charleville-Mézières, qui est le pays de ce poète aux semelles de vent, qui est l'abominable adolescent Arthur Rimbaud, le poète merveilleux. J'ai dit que je voyageais avec ce jeu. Mais là, j'ai pu mener par moment, à travers mon esprit, un vrai dialogue avec cette incarnation de moi-même, et au moins en deux circonstances, elle a été déterminante dans l'énergie qu'il m'a fallu témoigner pour surmonter des moments de dépression. Car le périple, celui-ci, fut plus éprouvant que le précédent. Oui, en 2013, pour un marcheur devant l'Éternel, depuis qu'il est tout petit garçon, ça fait 65 ans que je crapahute, comme l'on dit, n'était pas un défi physique. Je savais très bien qu'il n'y avait strictement aucune difficulté pour moi à le terminer. J'ai parcouru avant tout les chemins empruntés par les randonneurs et les pèlerins de Compostelle. Or, ces derniers ont un courage à toute épreuve, mais ne sont pas forcément des grands sportifs. Et donc, il n'y a aucune difficulté majeure. En plus, on ne se perd pas. Alors que là, j'ai parcouru un chemin qui n'était point balisé, où j'ai eu de très mauvaises surprises, où je me suis perdu, où je me suis trouvé devant des obstacles peu franchissables. Et de plus, j'ai eu à faire face, effectivement, à ce gravissement et à cette descente d'une partie importante des dénivelés du pays. Donc, il y a eu vraiment un défi, une incertitude jusqu'au bout quant à ma capacité à vaincre ces difficultés. Et pourtant, tant de beaux moments également. Et s'il fallait répertorier vos... Allez, je mettais tout à l'heure 5. Il y en a effectivement un 6e qui est accroché un peu plus tard dans le livre. Vos 6 coups de cœur paysagers entre deux mers, quels seraient-ils ? Le premier, sans surprise, est la pointe du Raz elle-même, d'où je suis parti. Le chemin côtier de la côte nord du Cap Sizun, entre la pointe du Raz, en face de l'île de Sein, et Douarnenez. Le deuxième est très peu connu au centre de la Bretagne, un endroit magique dans les montagnes noires au moment où elles vont rencontrer la partie orientale des monts d'Arrée. On appelle cela, c'est la forêt de Guerlédan, le lac de Guerlédan, les crêtes de l'Iskwitz, très connues de nos ancêtres néolithiques qui ont laissé de très nombreux monuments funéraires, et c'est un endroit d'une beauté stupéfiante. Le troisième, longtemps après, c'est cet amoncellement, cette répétition, cette magnificence scintillante, resplendissante de lacs et d'étangs de la Brenne, qui, par un soleil qui ce jour-là était radieux, donne une palette colorée invraisemblable, incroyable, variant suivant les algues, le contour bien évidemment végétal, suivant naturellement les nuages qui s'étirent dans le ciel, avec une multitude d'oiseaux aquatiques, c'est merveilleux. Le quatrième correspond à ces promenades que l'amoureuse, la grande amoureuse qu'était George Sand, a faites accompagnée de ses jeunes amants, notamment Frédéric Chopin, et
il a été très émouvant pour moi de mettre mes pas dans ceux de ce couple mythique que je croyais voir flotter au-dessus de la Creuse, que je ne voyais pas parce que il y avait de la brume, en entendant les notes cristallines d'un prélude du musicien. C'est également, mais c'est dans la continuité, la vallée des peintres, où j'ai admiré tout un coucher de soleil, un immense bloc granitique autour duquel la Meuse fait un méandre, où je croyais revoir la succession des tableaux de Monet un tout petit peu plus en amont sur la Creuse. Et puis le cinquième, alors là c'est également fantastique, c'est le mont Gerbier de Jonc, qui est posé comme cela, comme un sein juvénile magnifique, hémisphérique, très clair, zébré d'une végétation rase, au pied duquel, comme chacun le sait, la Loire prend sa source. Eh bien, tenir dans mes bras bébé Loire, vagissant, en lange pratiquement, à l'ombre tutélaire de sa mère, ce extraordinaire mont Gerbier de Jonc m'a profondément ému. Et le sixième, il y a un sixième, ce sont les paysages des Alpes calcaires du sud où les marnes grises sont surmontées de ces immenses falaises, notamment l'immense barre des Dourbes ou bien la montagne du Cheval Blanc ou bien la crête de Jouer qui sont d'une blancheur éclatante quand le soleil se met à les frapper au petit matin. C'est évidemment saisissant. Alors, Axel Kahn, vous l'écrivez à propos de la Vendée, il est nécessaire pour appréhender la réalité d'une région sur les plans écologiques, économiques, psychologiques et politiques, de rechercher aussi tous leurs ressorts géographiques et historiques. Mais ça, c'est un territoire. J'ai appris chemin faisant que l'un des éléments qui rendait compte en partie de la plus ou moins grande résistance ou résilience des populations aux crises qui n'ont épargné personne, c'est de l'ordre de la vigueur de l'attachement au territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire? Un territoire, c'est pas simplement une délimitation géographique ou administrative. Un territoire, c'est un terrain géographique, géologique, qui est le support d'un paysage profondément modifié souvent par la main des hommes au cours de leur histoire, et notamment du fait de leur histoire économique, peuplée de populations qui connaissent cette histoire, qui connaissent ces traditions, qui en sont fiers et qui se croient dans l'obligation, qui se croient avoir le devoir de défendre ce territoire auquel ils sont attachés. Et par conséquent, il n'y a pas de territoire sans histoire, il n'y a pas de territoire sans roche, il n'y a pas de territoire sans paysage, il n'y a pas de territoire sans fleurs, il n'y a pas de territoire sans économie. J'ai voulu raconter la succession des territoires français. Alors, ce qui fait que du coup, vous avez, en rencontrant, pour terminer cet entretien, en rencontrant tellement de personnes à travers vos deux périples, vous avez rencontré aussi l'attachement, la fierté au territoire, l'optimisme réaliste, particulièrement entre deux mers, et puis la crispation aussi. Il se passe un phénomène qui est singulier, c'est que j'ai rencontré vraiment plus encore en 2014 qu'en 2013, j'ai rencontré un phénomène réjouissant de revitalisation des territoires ruraux. Ça n'est pas ce que l'on dit, c'est désertification qui ne fait que s'aggraver. En réalité, la désertification a cessé dans les années 90 et on assiste depuis le début des années 2000 à une vraie revitalisation, une vraie repopulation également. La ruralité en dehors même des territoires périurbains a gagné 15 à 30% de population. Mais parfois, dans des territoires extrêmement pauvres, on trouve des populations qui sont dans la phase d'un déclin dont ils n'ont pas vu qu'il pouvait avoir une fin et qui ne supportent pas la modification des habitudes qu'entraîne cette revitalisation. Quels sont les critères de cette revitalisation? À quoi est-elle due? D'abord, à l'arrivée d'une nouvelle population de néo-ruraux. Parfois, les anciens ruraux ont l'impression d'être chassés de leur pays et ne le supportent pas.
Lorsque l'on parle ici ou là de créer un parc régional, un parc protégé, eh bien, les chasseurs sont très ennuyés qu'on modifie leurs habitudes. Les agriculteurs ne veulent pas partager le territoire. Alors qu'en réalité, c'est absurde. Car partout où des parcs régionaux ou nationaux, a fortiori, ont été créés, la totalité des populations en sont les bénéficiaires. Et de fait, on assiste alors à un phénomène qui est minoritaire, mais que j'ai vu, un phénomène qui me rappelle certains partis qui vont en déclinant et qui, plus ils deviennent groupusculaires, plus ils deviennent sectaires, en voulant se replier sur eux-mêmes. Évidemment, la revitalisation de la ruralité, comme d'ailleurs le patriotisme, c'est l'ouverture. C'est l'ouverture vers des changements sans lesquels il n'y aura pas de revitalisation. Merci Axel Kahn.